PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'After Game. Bonsoir à vous Young Steph et Stéphane, salut. Dans cet After Game, nous allons donc continuer le bilan de la saison en revoyant donc l'ensemble des performances des milieux de terrain ainsi que des attaquants. Nous allons donc commencer par Ander Herrera. Qu'as-tu pensé de sa saison? Est-ce que tu penses tout simplement qu'il faut continuer avec lui pour les prochaines échéances, notamment 2021-2022? Pour moi, Herrera, c'est le joueur à qui que tu mets sur le terrain comme ça pour rendre service. C'est-à-dire qu'il va pas faire de vagues. C'est le mec qui va être volontaire. Il va. On lui dit tu te mets ici, il se met là. Tu travailles comme ci, il va travailler comme ça. Voilà. En tout cas, je pense qu'il faut des joueurs comme ça dans une équipe, même sans vouloir, si tu veux, en faire des titulaires indiscutables. Peut-être qu'il peut être intéressant sur des matchs avec des configurations bien précises et là il pourra apporter quelque chose encore plus au Paris Saint-Germain. Maintenant je suis un peu, voilà, après je pense on pourrait avoir mieux au Paris Saint-Germain comme joueur en termes de niveau. Maintenant s'il faut le renouveler, de toute façon il sera renouvelé forcément, enfin il sera là l'année prochaine et ouais mais pas forcément titulaire indiscutable comme on pourra avoir d'autres joueurs à ce poste là en tout cas. Merci à toi. As-tu un mot à rajouter sur Ander Herrera ou nous passons directement à l'international sénégalais Gana Gueye? Comme Stéphane l'a dit, c'est un très bon joueur de rotation et moi je pense beaucoup à comment il a bien fini la saison avec le PSG. Il a fait un énorme mois d'avril, le match contre Saint-Etienne, limite masterclass, où il permet vraiment au PSG d'exister dans ce match qui n'était pas simple. Il a donné un bon long ballon pour Mbappé et puis après il a fait un gros mois d'avril. Après sur le restant de la saison ça a été correct, ça a été plutôt correct, donc moi je conserverai en tout cas pour la rotation. C'est pas dégueulasse, c'est un joueur expérimenté passé par Manchester United, donc je le garde. Merci à toi. Nous allons parler maintenant d'un défenseur qui a été pas mal titulaire, d'un joueur, pardon, et c'est un lapsus, hein, parce qu'il est tout de même défenseur dans son secteur également. Idrissa Gana Gueye, qu'en as-tu pensé de sa saison? Qu'as-tu pensé de sa saison plutôt? Je pense que vous savez tout ce que je pense de Gana Gueye comme joueur. C'est des joueurs qu'on a suivis depuis longtemps, même quand ils étaient à Lille, ils sont partis ensuite à Everton, il est revenu ici, on a eu la chance de l'avoir à Paris. Tout le monde le critiquait au départ, voyait qu'il avait fait simplement un très bon match face au Real en phase de poule l'année dernière. Écoute, quand on regarde le foot et on connaît les statistiques d'un tel joueur en première ligue, ça ne peut être qu'un très bon joueur qui s'adaptera à n'importe quel championnat. Et pour moi, cette saison, il a montré quand même il y a beaucoup de gens qui critiquaient au début Gana et qui ont vu que c'est un joueur qui peut apporter beaucoup à son poste, surtout quand il est positionné au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, Gana Gueye, on ne va pas lui demander de faire les relances, on va simplement lui demander de faire des récupérations. Et cette année, qu'est-ce qui s'est passé avec les récupérations? Le gars, il a des stats de ouf. Il a des stats énormes en termes de récupération. Donc c'est là où on veut le voir et c'est là où il excelle. Donc après, bien sûr, on a bien vu qu'il avait aussi du ballon. Hein. Il va casser des lignes de temps en temps, il va porter le ballon, il va donner des petites passes courtes. Alors certes, au départ, on dit oui, il fait beaucoup de passes en arrière. Mais oui, mais c'est son poste de base qui faisait au départ, qui faisait des passes en arrière. Maintenant, Gana nous a apporté aussi un peu plus de verticalité à un moment donné dans la saison. Et ça, il ne faut pas le nier. Les gens qui ne le voient pas, pour moi, je pense qu'ils ne voient rien chez Gana Gueye. Voilà. Et pour moi, bien évidemment, je le garde. Qu'en penses-tu? Il fait partie des candidats sur ce poste de numéro 6, tant convoité au Paris Saint-Germain. C'est un très bon joueur avec une très bonne mentalité. J'ai été énormément satisfait de sa deuxième partie de saison, beaucoup plus de sa première, un petit peu à l'inverse d'un Kimpembe, même si c'est un autre poste. Mais ouais, Gana Gueye, je le trouvais parfois un peu en dedans sur la première partie de saison, sur certains matchs, mais dès que la trêve hivernale est passée, on a vu un Gana Gueye qui se blessait de moins en moins et qui a enfin pu enchaîner les matchs tous les 3 jours et d'une très belle manière, parce que contre le Bayern, notamment le match retour où il a livré une masterclass incroyable au Parc des Princes. La demi-finale aller contre City, il avait été pour le moins rayonnant jusqu'à ce fameux carton rouge. Donc
Donc ouais, pour moi c'est un joueur que je conserverai pour les saisons à suivre. Et comme l'a dit Stéphane, beaucoup de gens s'étaient arrêtés sur mais Gana Gueye il a été bon qu'une seule fois avec vous, c'est un joueur, il peut pas s'inscrire dans la durée, il faut le vendre. Non, aujourd'hui Gana Gueye il faut le garder. Gana Gueye a sorti des très bons matchs au Paris Saint-Germain, on va pas les énumérer. Il y a Paris, il y a Dortmund le soir de la qualif, il y a ces matchs que j'ai cités cette saison. Donc pour moi c'est un garçon fiable aujourd'hui au Paris Saint-Germain et on espère qu'il va continuer comme ça. Merci à toi. Nous allons parler maintenant de Pablo Sarabia. Non, j'aurais pu en dire plus sur Gana, mais bon. je sais, mais l'heure tourne, le temps coule. Pablo Sarabia, ouais. Qu'as-tu pensé de sa prestation? Il a beaucoup moins joué que la saison précédente. Voilà. Bah écoute, je pense que c'est normal qu'un Sarabia ne joue pas autant que les années précédentes. Je pense qu'il a montré de moins en moins de bonnes choses, moins efficace j'ai trouvé en tout cas, moins tranchant par rapport à l'année précédente où il marquait beaucoup de buts, en l'occurrence si je ne me trompe pas, Coupe de France, où chaque entrée il marquait des buts. Cette année ça n'a pas forcément été le cas. En plus, je crois que Tourelle sur le début de saison, c'est pareil, l'inscrivait pas trop dans l'équipe non plus, de temps en temps comme ça. Et il avait très bien débuté en 2019, septembre notamment, mais oui, voilà. Surtout sur le trophée des champions, etc. et machin, mais face au Real aussi, je pensais, notamment au Parc, il était pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal, mais je pense que ça peut être mieux encore. Et je pense qu'après, derrière, Pochettino, je pense pas qu'il lui fasse confiance à tel point qu'il le mette régulièrement sur des matchs importants et le mette en avant en tant que titulaire. Maintenant, écoute, il est là, il a un contrat encore au Paris Saint-Germain. Peut-être que, comme disait tout à l'heure Young Steph, par rapport à d'autres joueurs, c'est peut-être un joueur de rotation. Sans qu'on lui mette la pression, quand il rentre pas dans un match à pression où il pourrait effectivement débloquer 2-3 situations. Mais c'est vrai que je ne vois pas plus que ça, quoi. C'est vraiment dommage pour ce joueur, on va dire, qui est très nuancé dans ses performances au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est lié à la confiance ou au temps de jeu? Je ne sais pas, qu'en penses-tu? Moi, mon avis sur Sarabia, mon avis global, c'est que pour moi c'est un joueur plafonné. Je trouve pas que c'est un crack, je trouve pas que c'est une brêle pour autant. C'est un bon joueur de foot, il a montré, il a une bonne patte gauche. Après, comme l'a dit Steph, par rapport à ses stats de l'année dernière, il est clairement moins décisif. Il a été, je crois, peut-être moins titulaire également cette saison. Il a eu du mal à gratter des minutes. Pochettino, à son arrivée, on semble ne pas vraiment, depuis que Pochettino est là, on dirait qu'il compte pas vraiment sur lui, contrairement à Tourelle qui voulait vraiment lui donner sa chance malgré tout. Moi personnellement, Sarabia, je pense que c'est un joueur qui n'a pas décoté par rapport au moment où on l'a acheté, et je serais pour le vendre. Moi je vais pas plus réfléchir sur ce joueur là. Il n'a pas décoté, ça reste un très bon joueur. Je le vends à n'importe quel club espagnol qui demain a les fonds pour le recruter. Oui, c'est vrai. C'est vrai que pour finir là-dessus, oui. Quand je parlais c'était un bon joueur de rotation, oui c'est un joueur de rotation. Maintenant s'il faut faire un choix et être tranchant, oui il faut le vendre. Ouais, je suis d'accord avec Youssef. Un autre joueur qui a très peu joué mais avec un gros potentiel également, Rafinha. Oh là là, oui. Qu'as-tu pensé de sa saison? Écoute, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je suis très déçu qu'on lui fasse pas plus confiance, parce que c'est un joueur qui va apporter beaucoup de percussions, qui a un jeu balle au pied qui est extraordinaire. Je pense qu'il lui faut que si on lui donne l'expérience, si on lui donne du temps de jeu, il peut apporter énormément au milieu du Paris Saint-Germain. Et moi je le vois, il cavale partout, c'est très volontaire, il va à l'impact, il se plaint jamais. Je sais pas si tu as vu, à chaque fois qu'il prend un carton, ok ça fait mal sur le coup, mais c'est pas le mec qui va arrêter, qui va se focaliser là-dessus. Non, il repart au charbon, il repart au combat. Voilà, moi j'aimerais aujourd'hui, déjà d'une, apparemment il serait en partance, encore une fois des rumeurs, comme ces périodes-là du mercato ou pré-mercato on va dire. Mais en tout cas, si c'est moi qui vais avoir le choix et la décision, je le garde et je lui donne beaucoup plus de temps de jeu. Très bien. Il avait beaucoup plus joué sous l'ère Thomas Tuchel que sous l'ère Pochettino. Qu'en as-tu pensé? Ouais, clairement, il y a une cassure lorsque Pochettino est arrivé. Il a beaucoup moins utilisé. Je pense qu'il est arrivé pas dans une forme non plus resplendissante au Paris Saint-Germain. J'oublie pas qu'il est arrivé le dernier jour du mercato, notre ami Rafinha. Et c'est vrai que malgré tout, Thomas Tuchel
a voulu et lui donner sa chance, lui permettre d'enchaîner des matchs, même si je pense que Tourelle avait bien vu que sa fitness n'était pas toujours au point, mais il a fait cet effort de le mettre titulaire ou de le faire rentrer régulièrement, chose que Pochettino lui a totalement arrêté. On a senti une réelle cassure au niveau du temps de jeu accordé à Rafinha. Rafinha, c'est un joueur intéressant, je l'avais dit lorsqu'il avait signé que ça allait être un joueur qui justement, contrairement à tous nos autres milieux, était un joueur qui jouait lui pour le coup devant le ballon et non derrière le ballon. C'est un joueur très volontaire, il fait des déplacements assez intéressants, c'est un très bon 8, c'est un enfant de la Masia, il faut pas le négliger. J'ai l'impression que Pochettino, voilà, il n'est pas fan du joueur. J'ai l'impression que voilà, c'est pas un joueur qui le transcende, qui a forcément envie de donner du temps de jeu. Moi honnêtement, je me mets à la place de Rafinha, je me dis, si demain je sais que je vais pas jouer, il y a moyen que j'aille taper à la porte du président. Et là, je redeviens le supporter que je suis, Young Steph. Et je me dis, mais si Rafinha il va toquer à la porte du président et il demande un départ, ça va être triste. Mais en même temps, je me mets à la place du joueur. Le mec, il a besoin de jouer. C'est un joueur qui, voilà, aujourd'hui 28 ans, 29 ans. Jusqu'ici, il a connu pas mal de grosses blessures. Il a eu des difficultés pour enchaîner dans ses clubs. Il a connu des prêts. Je pense qu'au PSG, il avait vraiment envie il avait envie de s'inscrire dans la durée. Il a retrouvé son frère Neymar. C'est pas rien. Et là, on essaie de lui faire vivre un cauchemar. Donc moi, j'ai une chose à dire à Rafinha. Accroche-toi, mon garçon. Tu n'es pas mauvais. Ton football parle pour toi. Et accroche-toi et la roue, elle va tourner. Et t'inquiète pas, nous les supporters, on voit. Et t'inquiète, ton heure va arriver à un moment donné et tu vas donner satisfaction. Tu donnes déjà satisfaction sur le peu de temps de jeu que tu as. Et voilà. Ouais, surtout que c'est un joueur qui joue beaucoup dans la verticalité et c'est ce qui nous manque en fait à Paris, des joueurs. Bon, bien sûr on a Neymar qui va aussi essayer de tamponner, etc., avec du Mbappé, etc. Bon, mais sinon sur ce type de joueur, cette typologie de joueur, c'est un mec qui va toujours chercher la verticalité et moi j'aime ça, tu vois, et c'est ce qui se fait dans le football aujourd'hui. Les équipes voilà, qui gagnent, c'est les équipes qui jouent dans la verticalité. On l'a vu avec Chelsea en finale de Ligue des Champions, ils sont verticaux les mecs. Surtout par rapport à Rafinha, pour finir, c'est un de nos joueurs, un des rares joueurs qui sont capables d'apporter avant, dernière passe, très régulièrement. Donc pourquoi s'en priver en fait? Moi, il y a un truc. Oui. Voilà, moi je garde en tout cas. Merci à vous. Nous allons passer à Pereira Danilo. Voilà, un autre candidat sur ce milieu de terrain, 6, parfois DC. Ouais. Qu'as-tu pensé de sa saison? Écoute, on sait pas, ouais, milieu d'essai, je sais pas, 6, 46, 36 000, je sais pas. Mais en tout cas, écoute, Danilo, c'est quand même un joueur que j'ai trouvé intéressant par moment, qui nous a fait certaines fulgurances au niveau de ses interventions, surtout au niveau des interventions défensives. Maintenant, je sais pas, il y a une espèce de nonchalance avec Danilo qui fait croire aussi qu'on ne pourrait pas lui faire confiance. Mais je pense que si on le met dans les bonnes conditions, je pense que c'est un joueur qui peut nous apporter. Alors bien évidemment, pas forcément en vitesse, quoique parfois on l'a vu aussi taper des petits sprints sympas, mais c'est pas ce qu'on va rechercher chez lui. On va peut-être rechercher un petit peu plus sa grandeur, sa hauteur, son gabarit. Voilà, maintenant c'est vrai que si on peut trouver mieux, bah, je serais pas contre. Voilà. Mais c'est un joueur que je peux trouver intéressant comme ça à son poste au Paris Saint-Germain, mais à condition qu'il ait le bon poste. Merci à toi. Est-ce qu'il faut le garder? Bien évidemment, tu finis second du championnat, donc l'option d'achat le concernant a automatiquement été élevée. Danilo était venu pour apporter de la densité au milieu. Je trouve qu'il l'a plutôt bien fait. En première partie de saison, ça a été un peu dur pour lui. Moi, j'oublie pas quand même qu'un nouveau joueur, ça doit aussi s'adapter à sa nouvelle équipe. C'est l'ancien capitaine de Porto, donc c'est pas non plus n'importe qui, champion d'Europe avec sa sélection. Mais je trouve que sur la deuxième partie de saison, Pochettino l'a très souvent utilisé, que ce soit en DC quand il fallait dépanner ou à l'instar d'un Tourelle, ou lorsqu'il fallait justement le faire jouer en 6 et même en défense à 3. Et je trouve que Danilo, en défense à 3, pardon, avec un milieu à 3, il était intéressant aussi. Ouais. Et je trouve que Danilo, il a très bien fini la saison avec le Paris Saint-Germain. Les 3-4 derniers matchs de Danilo à cheval avril-mai, c'est pas dégueulasse. Et moi je garderais, et il a mis quelques buts notables en Ligue 1, donc moi personnellement je garderais. Après c'est peut-être au niveau de son manque de mobilité que certains vont avoir du mal avec lui, mais moi en tout cas j'aime le voir dans cette position de milieu protecteur devant sa défense. Voilà.
Très bien. Un autre milieu de terrain très porté sur l'offensif, Julian Draxler. Qu'avez-vous pensé de sa saison? Écoute, par rapport à Draxler, il y aurait énormément de choses à dire. En tout cas, pour ma part, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup Draxler quand il est à son apogée. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Mais quand c'est un joueur qui est sélectionnable à la Mannschaft, en équipe nationale, à son époque, et qui tenait son poste, c'est un joueur qui a énormément de ballons. J'adore, moi, sa façon de tenir le ballon. Quel est son poste selon toi? Écoute, son poste pour moi... Prédilection en tout cas. Bah forcément, moi je le fais jouer plutôt sur la gauche. Tu vois, je le fais jouer sur la gauche, milieu à gauche là. Mais le problème c'est que bon... Milieu ou attaquant gauche? Écoute, moi je le vois plus milieu. Hein. En tout cas pour moi, je le vois plus milieu parce que je trouve qu'il est intéressant dans le fait de porter le ballon et d'aller chercher justement les petites passes qui va bien sur les petites passes courtes, tu sais, de transition comme ça, surtout dans l'entrejeu. Dans l'entrejeu, il est intéressant. Mais aujourd'hui, je ne sais pas s'il a sa place au Paris Saint-Germain maintenant, tu vois, parce que pour moi, son niveau est descendu. Son niveau a largement descendu. Si tu me parles de Draxler quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, et les quelques mois qu'il avait fait, avoir même la première saison qu'il avait fait au Paris Saint-Germain, je te dis oui. Je te dis oui 1000 fois. Mais là, aujourd'hui, je te dis plutôt non. Très bien, merci. Que penses-tu de l'international allemand, toi? Moi, je sais pas trop quoi en penser de Draxler. Il a connu une saison compliquée. Il avait commencé à jouer lors de la reprise du championnat parce qu'on avait pas mal de cadres absents et il s'était pas mal bien démené pour nous. Le match contre Metz, la victoire, on a tous sauté de joie. On a sauté de joie, mais en vrai c'est inadmissible de sauter de joie pour un 1-0 96e contre Metz, parce que au bout de 3 journées tu te dis qu'avec au moins cette victoire tu n'es pas lanterne rouge. C'est quand même assez inadmissible pour des supporters du Paris Saint-Germain que nous sommes, mais quand même par la suite je trouve que ça a été freiné par la longue blessure, et je pense que notamment sur la fin de l'ère Tourelle il aurait pu rendre des services, notamment où tu avais pas mal de joueurs blessés, notamment à son poste, et s'il avait pu être là, il aurait pu tirer son épingle du jeu. Et c'est vrai qu'à l'arrivée de Pochettino, il a joué un peu plus. C'est pas que maintenant qu'il est freiné, il est freiné depuis 2 ans. On est d'accord. De l'année dernière, la saison d'avant, il est déjà au chou. Oui, mais moi je fais le bilan de cette saison. Et cette saison, je trouve que la blessure qu'il a connue sur octobre-novembre, je pense que ça a été préjudiciable un petit peu pour lui. Je pense que ça aurait dû être préjudiciable pour lui. Heureusement pour lui, Pochettino est arrivé. Et Pochettino a décidé de le relancer. Et de le prolonger. Et de le prolonger, la direction surtout, qui a décidé de le prolonger avec baisse de salaire, faut le noter aussi, faut le dire. Mais je trouve que moi je suis assez partagé. On me dit qu'il a sorti un gros match à Munich, à l'Allianz Arena. Moi je suis pas si convaincu que ça. Je note une belle entrée de sa part au Camp Nou sur le 8e de finale aller, où il fait la passe D pour Mbappé sur le 4e. Il est dans le ton parce qu'il y a de l'espace et que le score est pratiquement fait. Le Barça en face c'est des rats morts. Donc, ouais, c'est un bon joueur malgré tout. Il a sorti un gros match à Brest en coupe au mois de février. À part ça, franchement, je sais pas trop quoi en penser. Il est arrivé avec l'étiquette de crack international allemand, et aujourd'hui, c'est un joueur qui bon, pas un croc, mais en tout cas moi, il me fait plus rien. Je suis assez indifférent par rapport à lui, malheureusement. Voilà, et j'ajouterais qu'au niveau de la fitness, je pense s'il est à son top, son niveau de football augmentera de façon exponentielle. J'ai demandé à Stéphane son poste. Moi, je pense que son poste, Pochettino aujourd'hui a décidé un 4-2-3-1. C'est milieu gauche dans le 4-2-3-1. Voilà, milieu gauche. Et sinon, ailier gauche pour moi, si tu joues en 4-4-2 ou 4-3-3, ailier gauche. Il pourrait être testé. Voilà. Versatile. Versatile international allemand. Gauche et tout, c'est pas facile. Très bien, nous allons passer donc à un joueur sur qui le Paris Saint-Germain a compté cette saison tout de même, hein. En tout cas beaucoup plus à partir de janvier. Leandro Paredes. Paredes, forte tête, c'est quelqu'un qui a du caractère. J'ai toujours demandé, moi en fait, et je me suis dit pourquoi on ne prend pas des gars de caractère au Paris Saint-Germain qui mettent un petit peu les tampons, qui prennent un petit peu sur eux, voilà. Après, il faut aussi avoir des gens de caractère qui savent aussi être vraiment à la limite. Il sait le faire, mais de temps en temps, ça dépasse un peu la limite et ça peut être préjudiciable aussi pour nous. Ça a été préjudiciable sur quelques matchs. Niveau football maintenant. Voilà, voilà. Niveau football,
Écoute, c'est pareil, je suis mitigé, je suis vraiment très mitigé. Il a pu faire des très bons matchs comme j'ai vu. Ouais, effectivement, parfois il tient la baraque, il arrive à avoir des transitions, il joue bien avec à un moment donné avec Ghana, il fait des bons matchs, ils ont une bonne doublette ensemble. Gelon intéressant également. Alors Gelon intéressant. Avant qu'il vienne à Paris avec Youngstep, on avait regardé aussi des images de lui au Zénith. Effectivement, il avait des longues passes qui étaient hyper intéressantes que j'ai quand même moins vues au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire ça arrive moins dans les pieds, c'est moins instinctif, t'as l'impression d'un peu plus forcé. Alors je sais pas si c'est le jeu du Paris Saint-Germain qui fait ça ou la structure de l'équipe, j'en sais rien. Mais voilà, je sais pas. Je suis pas un fan inconditionnel de Paredes. Je suis pas un contre Paredes non plus. Voilà, je suis un peu entre les deux, mitigé. Qu'il soit là, c'était bien. Qu'il soit pas là, ça me fait rien non plus. Rapidement, quel est ton regard sur l'international allemand? Argentin, pardon. Oui, on parle de. J'avais Draxler en tête. J'avais Draxler en tête. Leandro Paredes, oui, tout à fait. Ouais, Leandro Paredes. Le match, je pense que le match contre Manchester City, la demi-finale aller, je trouve qu'elle est à l'image de sa saison. C'est-à-dire que sur une bonne période, il peut être très présent, limite il peut briller sur le terrain. Et en deuxième mi-temps contre City, il avait été éteint. Il est dans les fautifs, dans le fameux mur, hein, on n'oublie pas. Il a mis un beau coup franc contre Strasbourg cette saison. Il nous a gratifié de beaux râteaux, de beaux gestes dans l'entrejeu. Mais pareil, c'est un joueur. Je reste un petit peu sur ma faim. J'ai l'impression également qu'il est dans une forme de confort aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on sait que c'est le gars sûr de Neymar, ce soit sur le terrain, dans le vestiaire. Et j'ai l'impression qu'il s'est peut-être enfermé dans une forme de confort. Est-ce qu'il faut peut-être recruter un autre milieu qui soit capable de le titiller? Je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Mais en tout cas, je trouve qu'il est dans une forme de confort, notamment depuis son très bon Final 8 et le fait qu'il avait sorti un gros match aussi contre Dortmund à l'époque. Au Parc des Princes. Donc voilà, un joueur qui, je pense, peut-être mérite d'être stimulé, je pense. Un peu plus que ça, ouais. Merci. Oui, il a raison parce que aujourd'hui, quand on le voit dans son jeu, Paredes, il aime le contact, il aime l'affrontement, il aime quand ça se frite un peu. Et le fait que ce soit un affrontement interne à son poste, je pense que ça va le stimuler parce que c'est un gars qui aime ça. Voilà, tout simplement. Et si on lui met un mec dans les pattes, il va avoir envie justement d'aller se confronter à ça et d'élever son niveau, je pense aussi. Ça va faire 2 ans et demi que Paredes est là. Je n'ai rien contre lui. J'ai même plaidé à l'époque pour qu'il soit titulaire avant Dortmund, rappelez-vous. Mais au bout de 2 ans et demi, je n'ai pas encore vu le vrai Paredes. J'aimerais voir le vrai Paredes. Donc j'espère que oui, et personne n'a pris les clés de la sentinelle. Hein. Personne, hein. Ça c'est clair. On va parler peut-être du meilleur milieu de terrain maintenant, l'international italien. Tu penses? Marco Verratti, je pense qu'il est le meilleur. Il est le meilleur, en tout cas dans ce secteur du jeu au Paris Saint-Germain. Qu'en penses-tu, Stéphane? Écoute, moi je l'ai vu faire des phases de jeu lumineuses en tout cas, qui nous ont fait vraiment du bien. Et en fait le problème avec ce que j'ai avec Verratti, même si c'est un joueur que j'aime beaucoup, j'ai envie que peut-être qu'il en fasse un peu plus. Je pense qu'il a des capacités pour faire beaucoup plus. Et quand il est dans justement ces phases de jeu ou une attitude où il brille, ça devient un joueur extraordinaire. Mais quand il n'est pas là, il est vraiment pas là. Et ça, c'est mon gros problème. 40% des matchs joués à cette saison. Exactement. Alors, je vais pas aller jusqu'à dire oui, d'aller surveiller dans les boîtes de nuit ou quoi. J'en ai rien à foutre. C'est pas du tout le cas. C'est pas de ça dont je veux parler. Hein. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand il est pas là, je sais pas pourquoi. C'est peut-être bon, il y a des retours de blessures, des choses comme ça. Mais en tout cas. Il n'arrive pas à s'imposer de temps en temps sur des matchs où on lui demanderait effectivement de s'imposer. C'est là où je lui en demande plus. Mais pour moi, bien évidemment, Verratti, ça reste un joueur du Paris Saint-Germain qu'on veut garder. En tout cas, que moi, j'aimerais garder. Qu'en penses-tu, Young Steph? Moi, je vais être très très clair. Marco Verratti, il a sorti un bon match. Cette saison, en tout cas, j'ai en mémoire un seul gros match de la part de Marco Verratti. C'est au Camp Nou.
Et même au Camp Nou, on a senti qu'après 60-70 minutes, ça baissait en intensité de son côté, ce qui n'est pas nouveau sur les dernières années concernant Marco Verratti. Je l'avais déjà dit sur le débrief de la finale l'an dernier, que ça m'avait clairement fait chier de ne pas avoir eu un Verratti à 100% de ses capacités pour affronter le Bayern pour une fois qu'on était en finale de C1, parce que tu sais, quand tu joues une finale de C1, tu sais pas quand est-ce que si tu vas en rejouer une autre. Je trouve que cette saison, il a été beaucoup trop absent par rapport aux objectifs que nous avons. Tu l'as toi-même dit, Byron, c'est notre meilleur milieu de terrain au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle avec les éléments qui nous composent, mais on l'a pas assez vu. On l'a pas assez vu. Ce n'est pas normal qu'il ait rechuté du Covid. Ce n'est pas normal qu'il ait, je sais pas s'il a percé cette bulle sanitaire à un moment donné qui est autour de lui, mais c'est pas normal en tout cas. Un joueur professionnel comme lui. Et tu veux que je te dise honnêtement, je vais être dur, hein, mais moi aujourd'hui je suis pas opposé à une vente de Verratti, parce que je trouve que depuis 5-6 saisons le garçon stagne beaucoup et il se blesse beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus, vraiment beaucoup plus. Et à un moment donné, je pense qu'il va falloir que tout ça cesse. Le fait qu'il soit chuchoté comme ça, il va falloir que, honnêtement, ça me fait pas plaisir de parler comme ça de Verratti. C'est un joueur que j'adore. C'est un joueur que, moi, tu me poses la question, normalement j'ai envie qu'il reste. Mais par rapport à ce qu'il a montré au Paris Saint-Germain cette saison, c'est inadmissible. C'est inadmissible, c'est tout bonnement inadmissible. Et à un moment donné, il va falloir que le petit manège s'arrête. Le fait d'être le chouchou de Nasser, de je ne sais qui, et le chouchou, tu sais, même du parc, à un moment donné, il va falloir qu'on ouvre un petit peu les yeux et que tout ça cesse. Sincèrement, voilà. Marco, il est bien gentil, il est tout petit, voilà. On trouve que voilà, c'est le mec qui est là, qui pose pas de problème. Mais à un moment donné, il faut s'ouvrir les yeux. Et quand tu es censé être le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain, quand on affronte les meilleures équipes d'Europe avec les objectifs qui sont les nôtres, tu te dois d'être présent. Et lui, il n'a pas été assez présent sur les 2 dernières saisons. Donc à un moment donné, voilà. Et tu penses qu'il n'a pas été présent d'un point de vue physique ou d'un point de vue du football? Parce qu'aujourd'hui, quand il prend son match en main, c'est un gars quand même qui est là, tu vois. Quand il est là physiquement, son football parle pour lui. Pour moi en tout cas, c'est dingue. Après, c'est vrai que par rapport à lui, c'est vrai qu'on en parle un peu plus parce que bon, Verratti, ça reste quand même, tu vois, un joueur. Un historique du club aussi. Un historique du club. Mais c'est vrai que lui, j'ai un problème de positionnement maintenant parce que, t'as vu, on change quand même de système. Et quand on change de système, on voit parfois un Verratti, c'est pareil, qui est en demi-teinte de temps en temps. Et à qui on demanderait plus. Et quand on a une défense à 2, enfin quand on a un milieu à 2, de temps en temps, tout dépend avec qui il est à côté, mais s'il y a quelqu'un qui ne tient pas la route à côté, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, c'est même lui sur le match, sur le quart de finale, je crois que c'est ça, où il y a justement, il a en 8e où il est avec Gana sur la gauche et qu'à un moment donné, Gana il court partout et qu'on se fait prendre un petit peu, ouais, exactement, c'est ça. Et à un moment donné, on se fait prendre le milieu, c'est parce que lui, il sombre physiquement au bout de la 60e et on se demandait pourquoi Pochettino ne sortait pas, ne changeait pas. Et à ce moment-là, effectivement, on perd le milieu complètement face à Barcelone. Face à Barcelone. Mais Stéphane l'a dit, hein, une saison en demi-teinte clairement. On revient à ce match de cette saison, le 8e aller à Barcelone. C'est son meilleur match pour moi, il a été très intéressant en position de 10. Des 8-10 parce que ça bougeait beaucoup selon si on était en phase offensive ou défensive, mais pas assez présent. Et quand tu es censé être le meilleur milieu de ton équipe, c'est préjudiciable, ça nous pénalise. Déjà le fait que voilà, monsieur aime beaucoup parler, prendre des cartons, ceci, cela. Et puis je trouve aussi de sa part qu'il y a un gros manque de remise en question parce que quand tu es au PSG depuis 10 ans, vous l'avez dit, c'est un historique du club et clairement c'est un historique du club. C'est pas normal. C'est pas normal que même lorsqu'il y a des cadres absents, on ne te file pas le brassard. Au bout de 10 ans que tu es au club, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi que tu puisses te remettre en question. Parce qu'au bout de 10 ans, le leadership, tu l'as. Tu es censé l'avoir. C'est automatique. T'es un an. Verratti, il est arrivé ici, il avait 19 ans, 20 ans. Pour moi, c'est comme si c'était un titi. Je parle de lui comme si c'était un titi. Il a grandi ici, il s'est fait à la vie d'ici. Donc moi, parler comme ça de Verratti, de ne pas être contre un départ de sa part, ça me fend le cœur. Mais je dois être. Moi, je suis réaliste quand je dis ça, je suis objectif. En tout cas, moi, je pense être objectif quand je dis ça. Il faut qu'à un moment donné, le message passe envers lui. Il faut qu'il comprenne le message. Et s'il ne comprend pas le message, dehors. Merci pour tout, mais dehors. En tout cas, Marco, si tu nous entends,
1 million d'euros pour chaque carton maintenant, c'est la pénalité. 1 million d'euros à chaque carton. Voilà. On va être Très bien, on va terminer cet after game avec les joueurs offensifs en commençant par l'international argentin Ángel Di María. Ah, Ángel Di María. Écoute, cette saison, bon, c'est un joueur qui est virevoltant, qui aime bien aussi porter le ballon. Il a perdu beaucoup de ballons cette année. J'ai trouvé en tout cas, il a perdu beaucoup plus de ballons que les années précédentes éventuellement. Mais là où ce que j'ai remarqué le plus, c'est que par rapport aux saisons précédentes et en Ligue des Champions, il fait moins la différence. Voilà, aujourd'hui il fait moins la différence. On l'a vu, Di María nous sauver. Moins décisif, tu trouves? Oui, il est moins décisif. On l'a déjà vu nous faire des matchs où il mettait le but décisif, et souvent en Ligue des Champions, régulièrement même. Et cette année, ça n'a pas forcément été le cas. Maintenant, attention. Non, quand je parle décisif, c'est marquer des buts. Oui, tu peux faire des passes aussi. Non, mais tu peux faire des passes. Mais moi, ce que je vois, c'est en termes de buts. Mais tu peux être décisif sous plusieurs formes. Mais est-ce qu'on peut faire une partie but, une partie passe? Non, si tu parles de en tant que buteur, d'accord. Oui, mais là on parlait de. Tu parlais parce que je t'écoute. Hein. Je te parle en tant que buteur. Tu as utilisé le terme décisif, c'est pour ça. Oui, non, mais décisif en termes de but. Voilà. Et j'ai vu plus buteur les années précédentes que cette année où il était beaucoup moins buteur. Maintenant, effectivement, sur le jeu, il aime bien porter le ballon et il a joué un petit peu plus pour les autres. Ça, c'est intéressant. Mais parce qu'aussi, on a quand même des attaquants, pour moi, qui arrive mieux à se démarquer, qui arrive mieux à proposer, qui arrive mieux à aller en profondeur, et qui joue justement sur le fait que Di María est un porteur de ballon et qui va distribuer son. Voilà. Maintenant, bon, voilà, il a eu beaucoup de déchets aussi, j'ai trouvé. Mais en même temps, tu peux pas ne pas avoir de déchets si tu provoques pas les choses aussi, tu vois. Donc, non, écoute, bon, Di María, voilà, c'est comme un joueur que je trouve important au Paris Saint-Germain, et c'est un joueur que j'ai envie de voir au Paris Saint-Germain. De toute façon, il a reprolongé, donc voilà. Merci à toi. Que penses-tu de Di María? On a vu un bon Di María en globalité. Ouais, on a vu un bon Di María en globalité cette saison. Je note qu'il est devenu le meilleur passeur décisif de l'histoire du club devant Sušić. Et puis pour le plus souvent, il a assez bien répondu présent, je trouve. Alors oui, il est moins un buteur qu'à l'accoutumée, mais je trouve que voilà, il a fait une belle saison. Pour moi, il fait partie des meilleurs joueurs parisiens de cette saison. Je le mettrai peut-être pas sur le podium, mais au moins au pied du podium, ou au pire en 5e place. Et puis voilà, le carton rouge contre City. En 4e place, quoi. Ouais, en 4e place, ouais. Ouais, c'est ça, au pied du podium, ou sinon en 5e position. Ah oui, c'est dur. Tu peux pas ne pas mettre Marquinhos, Navas et un certain Kylian Mbappé. Tu peux pas ne pas penser. Effectivement. Donc moi, Di María, je le mets en 4e avec un bon 7 sur 10 sur cette saison, et parce qu'il a quand même rendu pas mal de services. Et puis voilà, hein, qui continue comme ça. J'aurais bien voulu l'avoir, la petite passe en coup du foulard en coupe, parce qu'elle était belle. Et j'oublie pas qu'il a sorti 2 gros matchs, 2 grosses demi-finales de Ligue des Champions. Ça a été un des rares à surnager sur les 2 demi-finales qu'on a eu à jouer en Coupe d'Europe. Et donc voilà, pour moi, un bon Di María. Faut pas non plus être trop dur avec lui. Il a vécu un homejacking, tout le bordel. Et malgré ça, il a fait ses matchs. Donc voilà. Très bien, maintenant nous allons passer à l'international italien, Moïse Kean. Ah, Moïse Kean. Ouais, qu'est-ce que tu pensais de sa saison? Bah écoute, moi je dis il faut le prendre, il faut l'acheter. C'est un joueur qui va nous apporter énormément, et on a vu qu'il nous apporte énormément d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est hyper physique. Alors je parle d'un point de vue athlétique, c'est-à-dire la puissance, mais aussi au niveau des poumons et du cœur. C'est un mec, je sais pas combien d'allers-retours en haute intensité qu'il te fait par match, mais c'est un truc de malade. Il a une puissance dans les jambes, au niveau de son corps. Je crois qu'on a personne d'autre comme ça au Paris Saint-Germain. Donc c'est, si tu veux, un morphotype de joueur qu'il faut qu'on garde, parce que c'est quelque chose qui va nous apporter. Avec la balle, il est largement pas maladroit. De la tête, il est pas maladroit non plus. Je veux dire, voilà, pour moi, c'est un joueur qui pourrait être... Voilà, à partir du moment où on veut mettre un système avec un 9, avec un 9, je pense qu'il faut le prendre, le garder et le mettre en 9. Voilà. Même dans une attaque à 2, il peut... Ouais, même une attaque à 2, mais je le préfère peut-être moi simplement en 9 pur, en pointe, parce que je vois pas Mbappé en pointe, parce que je le trouve pas moins intéressant en pointe que sur un côté Mbappé. Et puis quid d'Icardi pour le coup, mais je le mettrais moi devant Icardi. Voilà. Donc j'aimerais le garder. Merci à toi.
Moise Kean a-t-il fait une excellente saison? Bien sûr, bien sûr. Après, certains diront qu'on s'enflamme peut-être un peu trop concernant Moïse, parce que c'est vrai que depuis qu'il est revenu du Covid, après à la mi-mars, c'était pas trop ça. Je suis d'accord là-dessus. Mais par rapport à tout ce qu'il a pu montrer avant, le fait qu'il ait pu être décisif, il faut sincèrement penser à le garder. Il faut le garder. C'est un diamant à polir, selon moi. C'est un joueur qui n'est pas tout à fait fini. Je pense qu'on peut encore lui apporter des choses, nous, le Paris Saint-Germain. 21 ans là, je crois, tout juste. 21 ans tout juste. 16 ou 17 buts, il me semble, cette saison, toute compétition confondue avec le PSG. Il a cassé la cage à Montpellier. Et voilà, le match au Camp Nou. Alors, on n'a parlé que du triplé d'Mbappé ce soir-là, mais le match de Moise Kean est tout bonnement phénoménal également. Donc, pour moi, Moise Kean, c'est un grand oui. Tu restes avec nous. Le petit bémol, comme je disais, parce que c'est un diamant à polir. Justement, on est le Paris Saint-Germain et il faut qu'on apprenne de nos erreurs du passé. Je veux que Moise Kean reste et j'espère qu'il va rester. Et s'il reste, attention à pas tomber dans ce truc de « Ah, mais le mec, de toute façon, il est bon quoi qu'il arrive, donc on le laisse faire son petit bonhomme de chemin. » Et puis on se rend compte à un moment donné que parce qu'on a pensé qu'il était bon, bah on s'est pas rendu compte que le mec stagne, à l'image d'un Lucas Moura. C'est arrivé à Lucas Moura, donc j'ai pas envie qu'on tombe dans ce truc-là si on venait à acheter définitivement Moïse. Mais pour moi, je l'achète. De toute façon, on connaît, on sait qu'il faut doubler les postes et qu'il faut mettre les mecs en concurrence de toute façon, ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain. Et quand tu disais que c'est un mec à polir, mais il a une marge de progression de malade. Imagine à son âge, le gars, il a connu le championnat italien, un peu le championnat anglais, et aujourd'hui il connaît le championnat français, il cartonne déjà. Je veux dire, il a une marge de progression de malade. Voilà, il faut le garder, le faire progresser, comme on a envie de le faire progresser. Et merci à toi, quoi. Merci Kean, et bienvenue. En parlant de concurrence, nous allons parler donc d'un autre international argentin, Mauro Icardi. Au revoir. Salut. Ouais, je le garde pas. Ça fait même pas un an qu'il a pourtant signé avec le Paris Saint-Germain. Ben oui, mais aujourd'hui, tu peux pas avoir un attaquant comme ça quand on voit. Mais quand on voit des équipes qui sont censées être les équipes des top équipes, ils ont forcément des attaquants où tu leur laisses pas 3, 4, 5 chances avant de marquer. Aujourd'hui, je pense qu'il est hors de forme. J'aimerais qu'il soit plus en forme. Alors oui, il y a des fulgurances de temps en temps. Certes, d'accord, ça je l'accorde. Mais non, pour moi, je le garde pas. C'est pas un joueur comme ça qu'il nous faudra au Paris Saint-Germain. Même si je sais que Young Steph, lui, c'est un joueur qu'il adore. Il l'a vu évoluer auparavant. Je pense qu'il aura aussi, il a son mot à dire là-dessus. Mais en tout cas, pour moi, non, je renouvelle pas l'expérience en tout cas. Merci. Que penses-tu de Grande Mauro, hein, comme tu l'appelles souvent? Ah, Grande Mauro, là, c'est plus trop moi, Grande Mauro. Hein. C'est Mauro tout court ou c'est Mauro Gros Caddy. Hein. C'est là, le garçon, il est toujours. On a l'impression que c'est un joueur en méforme, tout simplement. C'est un joueur qui, comme je t'ai dit, comme je l'ai souvent dit, c'est un joueur, ça ne le dérange pas de toucher entre 10 et 15 ballons par match. Mais malheureusement, quand tu vois ce que le Paris Saint-Germain tente de développer en termes de schéma de jeu, Icardi, je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il n'est pas compatible avec ce qu'on a envie de mettre en place. Et malheureusement, ça me fend le cœur également de le dire, mais moi, je suis pas pour le garder ce joueur-là. Je suis pas pour le garder cet attaquant. Il y a d'autres attaquants en Europe qui sont prolifiques et qui participent beaucoup plus au jeu, parce qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain a besoin d'une pointe qui participe au jeu, en tout cas d'attaquants qui participent au jeu, c'est essentiel. Décroche un peu. Et on ne peut pas se contenter de Mauro Icardi qui, lorsqu'il est titulaire ou lorsqu'il rentre en jeu, ne pas savoir sur quel pied danser. Sa défense, des fois, il participe au jeu. Il a quelques passes décisives à son actif. Voilà. Oui, en mode, quand je dis ça, c'est en mode où tu te dis est-ce que ce soir Mauro il va revenir un peu dans le cœur du jeu et jouer avec ses milieux? Est-ce que ce soir Mauro il va traîner des pieds? On ne sait pas à chaque fois lorsqu'il est titulaire dans un 11. Moi aujourd'hui j'aimerais savoir que voilà, j'ai un attaquant qui va participer au jeu, qui va être là pour être à la finition, donner des bons ballons. J'aimerais un attaquant à altruisme et à la fois tueur clinique. Lui il est que tueur clinique et il campe. Ouais, c'est ça. Et il campe. À un moment donné,
Voilà. Il faudrait un système de jeu qui favorise en tout cas son football. Oui, mais je pense que c'est un joueur aussi qui se repose sur ses acquis, tout simplement. Et alors, après, on n'est pas à l'entraînement pour voir ce qui s'y passe, il doit sûrement s'entraîner, bien évidemment. Mais je suis pas sûr que ce soit le mec qui va se défoncer à encore progresser, essayer d'aller de plus en plus. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est vrai, il se repose sur son nom, sur ce que représente son nom et sur ses acquis, voilà, et sur son historique. Et que... Pour finir sur Icardi, j'ai aussi le sentiment que la blessure qu'il a connue à l'automne dernier, ça l'a beaucoup ralenti également. La blessure, c'est une grosse blessure en général au genou. Donc la grosse blessure au genou qu'il a eue, ça l'a un peu freiné parce que je pense qu'il avait envie de lancer sa saison. Il avait fait un bon match à Reims, je me rappelle, au mois de septembre. Donc honnêtement, j'ai pas compris pourquoi il a pas pu passer la vitesse sup, même après à son retour de blessure. Très bien. Donc les deux meilleurs pour la fin. Kylian Mbappé, international français. Ça fait du bien. Kiki, ouais, c'est ça. Écoute, Kylian Mbappé, pour moi, au début de la saison, je voulais lui en demander plus. Parce que pour moi, devant le but, c'était pas ça du tout. Mais vraiment pas. Non mais on est d'accord. Je veux dire, aujourd'hui, oui, c'est un joueur qui a énormément de vitesse. Oui, c'est un joueur qui apporte énormément. Et à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a inversé la donne. Et il n'a pas arrêté de planter. Alors, je parle sur des matchs importants, etc., sur des face-à-face gardiens. Pour moi, c'est ce que j'attendais de lui. Au début, j'attendais beaucoup et je ne l'avais pas. Et là, sur cette dernière moitié de saison-là, il m'a apporté ce que j'attendais de lui pour que je puisse enfin dire et ce que je puisse répéter ce que dit tout le monde. Mbappé est un futur grand joueur, est un grand joueur, etc. Oui, aujourd'hui, il a démontré qu'il avait l'étoffe d'être un grand joueur, en tout cas pour moi, et je peux aussi, moi, me remettre en question, bien évidemment, c'est toujours se remettre en question, et il a montré ce que j'attendais. Merci Kylian, enfin, t'es un vrai tueur devant le but. Merci. Il a fermé des bouches ou pas ? Ah bah je pense que déjà la mienne il la met un peu fermée déjà et il faut accepter justement et c'est ce qu'on veut de tous nos joueurs, tous les joueurs. Kerrer, j'aurais bien aimé qu'il ferme ma bouche en fait. Il l'a fermé une seule fois, c'était face à Dortmund ici au parc quand on se qualifie, d'accord. Mais et Mbappé pareil, c'est-à-dire que voilà, Kylian, si tu restes à Paris, continue à performer comme tu fais. Merci à toi Kylian Mbappé. Est-ce qu'il va rester ? Voilà, nous faire plaisir encore dans ce stade. Hein. dans ce bel entre. Écoute, grosse saison d'Mbappé. Grosse saison d'Mbappé. On a parlé sur la fin de saison de Mbappé dépendance. Oui et non. Oui et non. À nouveau. Oui et non. Et comme l'a dit Steph, il a clairement passé un cap une fois le mois de janvier passé. C'est l'éléphant dans la baraque et lui, il a totalement cassé la baraque, il reste que des petites miettes. Il reste que des petites miettes de la baraque. Il est arrivé tout petit comme ça. Il s'était fait tout petit en début de saison. Bon, il était toujours un petit peu il était déjà dans ses petits chaussons en début de saison avec ses passes D, ses buts. Mais on a senti que durant l'hiver, il y a eu un déclic. Il a même pas franchi un palier, deux paliers. Il a franchi au moins 4-5 d'un coup. Et il a été le Kylian Mbappé qu'on attendait, qu'on voulait voir. Au PSG. Au PSG depuis son arrivée de Monaco. Et clairement, aujourd'hui, il a signé sa meilleure saison sous le maillot rouge et bleu. J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère qu'il va signer la prolongation de contrat. J'espère qu'il va rester longtemps avec nous et qu'il va apporter ce rendement à chaque match. Le pétard contre Metz, c'était incroyable. Le triplé au Camp Nou, c'était incroyable. Le fait qu'il ait verrouillé quelque part à la qualif au retour contre Barcelone avec un simple penalty. Pareil, c'était aussi incroyable. Donc non, franchement, moi Mbappé, honnêtement, il a conquis mon cœur, frère. Il a conquis mon cœur. Il a conquis mon cœur et comme je disais précédemment, pour moi, il est dans le top 3 des meilleurs joueurs parisiens de la saison avec Navas et Marquis. Voilà, et de loin. Très bien. Donc on va terminer maintenant sur l'international brésilien, Neymar Junior. Qu'as-tu pensé de sa saison ? Eh ben écoute, c'est un joueur extraordinaire. Et comme c'est un joueur extraordinaire, je vais en voir plus de lui. Je t'avoue, oui, moi il me fait kiffer avec ses petits gestes, ses trucs. Mais j'ai envie d'en voir plus. Je veux voir du grand Neymar. On se rappelle d'un Neymar qui, face à nous, en Ligue des Champions, qui avait tenu le match tout seul et qui nous élimine.
au bout du compte. Tout seul. Je veux voir la même chose ici. Cette année, je voulais voir ça de Neymar. Alors après, bien évidemment, il y a des choses qui ne sont pas faciles hein, dans la vie d'un footballeur. Ça, on le sait tous, et tous les footballeurs, c'est comme ça. Mais il a un niveau extraordinaire. Pour moi, ça reste, oui, c'est un des meilleurs joueurs du monde, bien évidemment. Au parc, face à Munich, il nous a fait passer ce palier. Il n'a pas marqué, mais quelle prestation! Oui, voilà, c'est ça. Mais tu as envie d'avoir ce genre de prestation, tu vois, tout le temps. Aujourd'hui, je sais qu'il par rapport à Neymar, il me manque un petit truc encore, tu vois. Et ben justement, je parlais de Mbappé. Il manquait ce truc de Mbappé pour que je dise ça va être le top player. Il me manquait ce truc qui m'a apporté. Ben aujourd'hui, Neymar, il me manque ce petit truc pour que ça puisse encore le step supplémentaire. Voilà. Il vient de prolonger, donc c'est plutôt bon signe. Ben, il vient de prolonger, donc pour le coup, comme il vient de prolonger, j'espère qu'il va m'apporter ça la saison prochaine et qu'on aille justement brandir cette Ligue des Champions, parce qu'à la base, il est venu aussi pour ça. Voilà. Merci à toi. Neymar Junior, on sait que tu apprécies beaucoup ce joueur. Un peu comme tous les Parisiens finalement. Ouais, j'apprécie beaucoup ce joueur. Après, comme a dit Stéphane, je veux en voir beaucoup plus. Lorsque tu es la figure de proue lorsque tu es la figure de proue du projet Qatari, pour moi, ce n'est pas normal que tu finisses une saison de Ligue 1. Alors oui, tu peux me dire qu'il y a la blessure de février-mars qui est venue tout niquer hein, concernant Neymar, mais à un moment donné, je n'arrive pas à concevoir 222 millions d'euros, seulement 8 buts en Ligue 1 cette saison, on ne prend pas le titre, et dans ces 8 buts en Ligue 1, la moitié sont des pénaltys. À un moment donné, il y a aussi une remise en question. Il finit la saison à 17 buts. Oui. Au total, dans toutes les compétitions. Au total, mais moi je parle du championnat. Parce que le championnat, c'est censé être du pain béni pour lui. C'est censé être de la régalade constamment pour lui. Et cette saison en Ligue 1, j'ai vu un Neymar qui s'est moins régalé. J'ai vu un Neymar qui s'est moins régalé, qui était un peu plus en dedans, qui a un peu plus, par moments, même bafouillé son football, j'ai trouvé, à certains instants. Donc, honnêtement, Neymar, il va falloir qu'il se reprenne. Je pense qu'il va se reprendre. Mais en tout cas, moi, j'ai pas été satisfait de la saison de Neymar Junior. Et pour ce qui est de la Champions League, il a sorti un seul gros match en Champions League. Enfin, deux, à Old Trafford, en phase de poule. 3, on va dire. Phase de poule contre Başakşehir, j'allais dire Başakşehir, pardon, où il met le but incroyable, petit pont enveloppé Lulu. Et après au Camp Nou, il te fait la passe de quarterback là pour Marquinhos. Mais sinon. Munich au parc. Non. Masterclass, c'est peut-être la meilleure prestation du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette saison. Il a eu le trophée de meilleur joueur d'ailleurs. On peut pas omettre ça. Bayern oui. Contre le Bayern, il est énorme. Mais au niveau de la finition, et là je vais parler de la finition globale, que ce soit Ligue des Champions ou Ligue 1, on l'a vu manquer pas mal de trucs. C'est vrai qu'il manquait pas. Un joueur de son standing. Il doit être plus présent, c'est sûr. En tout cas, en termes un joueur de son standing, Byron. Toi-même tu sais, Stéphane. On est des fans de ce mec-là. Est-ce que vous pouvez cautionner ça? Personnellement. Oui, les intérieurs du pied, quand il doit ouvrir le pied. Moi personnellement, je l'adore, mais je ne peux pas cautionner ça. Non, mais c'est parce qu'on Je ne peux pas cautionner ça. C'est parce qu'on adore ce genre de joueur. C'est parce qu'on adore ce genre de joueur qu'on a envie qu'il fasse plus, qu'il nous montre plus. Parce qu'on a vu plus. Voilà, et on sait de quoi il est capable. Et on sait jusqu'où, quel niveau il peut atteindre. Et s'il atteint le niveau qu'on attend, mais c'est clair qu'on qu'on pète tout avec un joueur comme Neymar au top top du top, avec un Mbappé à côté au top du top, tu vois. Donc non, pour moi oui, clairement les ratés qu'il fait, ne serait-ce qu'en Ligue des Champions, les ratés sur des tirs qu'il met d'habitude, ben là on voit qu'il les a pas mises et c'est pas normal effectivement. Voilà. Et également, je voulais très bien. terminer aussi peut-être là-dessus. C'est notre figure de proue, je l'ai dit. Donc qui dit figure de proue dit comportement également. Comportement qui aussi reflète un petit peu tout ce projet Qatari et le comportement de Neymar. L'affaire Alvaro, ça c'est rien ça. Il a peut-être même eu raison de réagir ainsi. Mais par la suite, lorsqu'il prend le rouge contre Lille, lorsqu'il se comporte très mal sur la demi-finale retour contre Manchester City, ses comportements d'enfant gâté, non, à un moment donné, il va falloir que lui aussi passe au-dessus. Il va avoir 30 ans.
Honnêtement, il va falloir qu'il passe au-dessus. Il ne peut pas tomber dans le jeu d'un Thiago Diallo qui a 19 ans, qui est entre guillemets une petite merde qui démarre dans le monde pro. Il ne peut pas tomber dans le jeu d'un petit défenseur lillois comme ça. Honnêtement, il est Neymar Junior, il est le joueur qu'on connaît, il est le prodige de Santos, il est le mec qui a gagné la Champions League. Tu vois ce que je veux dire? Je vais même à danser comme Luis. Mais parce que c'est comme ça. Il ne peut pas tomber dans des pièges comme ça. Il est suffisamment grand pour tomber dans des pièges comme ça. Et moi, je peux te dire, honnêtement, cette saison, j'ai été plus déçu par Neymar quand jaillait. Honnêtement, dans les matchs qui comptent en tout cas. Non, mais, dans les matchs qui comptent. Non mais malgré tout. C'est compréhensible. Malgré tout, c'est vrai que, bon, je pense que tu as été hyper loin, mais il nous a fait quand même plaisir sur des gestes de football qu'on ne voit pas généralement en Ligue 1. Et c'est ce qu'on cherche aussi quand on vient. Alors malheureusement, on n'est pas au parc. On n'est pas au parc, il y a le spectacle et il nous fera toujours du spectacle. Maintenant, effectivement, il y a peut-être des travers que s'il les corrige, ça sera le spectacle x10. Mais c'est vrai qu'il nous fait quand même plaisir. Et s'il atteint ce niveau, mais il nous fera encore beaucoup plus plaisir. Il a fait passer des paliers. Maintenant, on attend un peu plus de comment dire, de présence de sa part. Parce que c'est vrai qu'il est, à l'instar d'un Verratti, cette saison. Le spectacle ou l'efficacité? Toi, tu choisis quoi? Moi, je choisis l'efficacité. Moi, tu veux dire le résultat? Tu veux dire le résultat? Parce que c'est ce qui compte finalement, c'est ce qui manque au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Je retiens, moi je prends le résultat si je dois choisir entre les deux. Et Tourelle avait tranché là-dessus. Même au-delà même du fait qu'il y ait un contexte Covid, ceci, cela, etc. Tourelle avait tranché là-dessus, il avait décidé, moi c'est les résultats. Le beau jeu, ça passe après. Merci à vous. Attends, je réponds parce qu'il m'avait posé la question, qu'est-ce que je préfère? Effectivement, j'aime voir du beau jeu, j'aime voir, tu vois, Django Bodita, tu vois, j'aime ce jeu. Maintenant, c'est vrai que j'aime les 3 buts qu'on a mis au Bayern en subissant. Parce qu'on a été effectivement par eux, ils ont pu mettre 3500 tirs. Sur les 3500 tirs, tu vois, ils en mettent combien dedans? Mais moi je m'en fous de voir ça, tu vois. Moi je veux voir les 3 buts, on met 3 tirs, 3 buts. L'efficacité. Là je suis d'accord avec toi. Mais malgré tout, Neymar nous apporte aussi ce petit côté, ce petit plus normalement qui devrait venir en plus de l'efficacité. Merci à vous, merci. Oui, le temps coule, le temps coule. Vite, Byron. Un célèbre capitaine du PSG disait, on se rappelle que des vainqueurs et des finalistes. Un ancien capitaine du PSG, Claude Makelele, pour pas le citer, il disait, on se rappelle que des vainqueurs ou des finalistes. Paris, 2e du championnat, demi-finale de Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur du Trophée des Champions, saison moyenne. On aurait pu faire. Saison moyenne mais pas ratée. Tout à fait. Saison moyenne mais pas ratée. On aurait pu faire mieux. Merci à vous, chers abonnés, en espérant que ce contenu assez complet vous aura plu. Je pense qu'on a oublié aucun, en tout cas, principaux protagonistes du Paris Saint-Germain. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. On vous dit à très bientôt sur PSG Fan TV. Ciao, ciao l'équipe.